Dans l'actualité de ce 20 juin, le CDP qui s'enfonce davantage dans la crise, chaque semaine avec son lot d'escalade entre deux camps qui semblent de plus en plus irréconciliables, on a franchi une autre étape. Ce matin, les frondeurs ont demandé la démission du président du parti, Edi Komboigo. Vous entendrez leurs arguments dans ce journal. La lutte contre le terrorisme sur tous les fronts. Le GEPAO, le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, s'engage sur celui de la communication et de l'information. Il tient son deuxième forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA. C'est à Ouagadougou et c'est en présence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis, 20 juin, journée mondiale des réfugiés. Ce soir, nous vous emmenons dans le camp des réfugiés de Goudébou à Dori, où vivent près de 8000 Maliens. Vous verrez leurs conditions de vie, vous entendrez leurs espoirs. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Guerre de leadership, palabres autour des textes du parti, règlement de conflits internes devant la justice. Le CDP s'enlise de plus en plus dans la plus grave crise post-Blaise Compaoré ou même la plus grave crise de son existence. Tout simplement, on a franchi un autre palier dans cette guerre. Ce matin, les frondeurs ont tout simplement demandé la démission du président du parti, Edi Komboigo. Les détails avec Abdourazak Traoré. Nous exigeons la démission de Edi Komboigo, président du parti, président du bureau politique national. La guerre, plus que jamais ouverte au Congrès pour la démocratie et le progrès. Les dissensions qui ont amené certains à ester le parti en justice ne sont que la partie visible de l'iceberg dans cette crise qui secoue l'ex-parti au pouvoir. Il y a des graves manquements par rapport au management du parti. Ce que nous sommes en train de vous dire, Edi gère le parti comme Kafeka. Edi gère le parti comme une entreprise privée, comme Kafeka Edi. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça que nous dénonçons. Quels sont donc ces griefs reprochés à Edi Komboigo? C'est d'abord le nombre pléthorique des membres de la direction du parti. Le président du parti composerait également avec des individus qui ont incendié des domiciles de camarades en 2014. Edi Komboigo est accusé d'avoir refusé la relecture du programme du parti, la non-édition et la non-diffusion des actes du congrès qui rendent hommage au fondateur Blaise Compaoré. Il aurait exclu des camarades des structures du parti. Le président du CDP serait hostile aux critiques. Il est fermé à toute proposition. Les accusations portaient sur 8 pages lues pendant une dizaine de minutes. Ces cadres du parti de l'EPI et de la DABA disent avoir épuisé la voie des concertations. Et voilà la conclusion sans embâche qui est faite. Edi veut empêcher le CDP d'arriver au pouvoir en 2020. Et nos migraines se sont calmées. Nous pensons que le président Edi est dans un deal mafieux avec le pouvoir en place. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre ces agissements en interne, ce que nous avons comme qualité de personnes, de cadres qui peuvent et qui sont acceptés par la population burkinabé au-delà du CDP même, et que cela pose problème. Ne craignez-vous pas que le parti explose à l'orée des échéances électorales de 2020 ? Non, répondent-ils, ils préfèrent secouer le cocotier, advienne que pourra. Pour ces élections-là, c'est mieux qu'on secoue le cocotier là, comme ça. Quand ça va, c'est mieux que ça se trouve là. Quand ça va se tasser, on va prendre la bonne direction et on va les gagner. C'est ce que nous pensons. Face à la presse, ce 20 juin, ces cadres s'estiment à 1 millier dans le parti à exiger la démission d'Edi Komboigo. Des cadres qui ne sont rien d'autre que les soutiens de Kadri Désiré Ouédraogo. Presque ces mêmes têtes étaient au meeting de l'ancien président de la commission de la CEDEAO. Ils ont d'ailleurs défendu avec bec et ongle la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo aux échéances électorales de 2020. Des détracteurs d'Edi Komboigo qui appellent à l'implication de l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, fondateur du CDP. Jeu de pouvoir encore et toujours, mais cette fois-ci, nous passons de la politique
à la tradition. À Banfora, la guerre des chefs bat son plein. 2 chefs de canton intronisés en l'espace de quelques mois pour un seul trône. Et la bataille pour revendiquer le leadership fait rage. Elle bat son plein aussi. L'une des armes utilisées, c'est bien la communication. Je vous propose de suivre ici la conférence de presse du camp d'un des protagonistes. Surtout Justin Dabiré. Pour être intronisé comme chef de canton à Banfora, il faut respecter plusieurs règles. Ces règles s'articulent autour de 3 modes de proposition selon Jean-Pierre Emma, membre de la famille royale. Le premier mode de proposition, c'est le chef lui-même de son vivant, dit en fonction de ce qu'il observe chez les enfants, qu'ils soient ses fils ou ses petits frères, il observe et il dit: je désigne celui-là pour me succéder lorsque je ne serai pas là. Deuxième mode. Alors, ça c'est au moment du décès même du chef coutumier. Lorsque on le porte, pendant que toute la famille est réunie, le mort obligeait ces jeunes-là, qui comprennent le langage du mort, il les dirigeait vers celui que le chef a choisi comme son successeur. Troisième mode de proposition, eh bien, quand il n'est pas là, la famille se réunit, la famille entendue au plus large sens, et on désigne ceux qui sont susceptibles d'être proposés. Et puis, chacun se présente avec son poulet et on tue le poulet. Et le poulet montre qui c'est. Une fois les propositions faites, elles sont soumises aux notables de la cour royale qui jugent et se prononcent sur le choix du successeur du chef en respectant certains critères. Parmi ces critères figure en bonne place l'obligation pour le chef qui doit être intronisé de parler la langue gouin. Maîtriser et parler la langue. Maîtriser et connaître les coutumes. Si vous ne le savez pas, ce jeune, il ne parle pas la langue gouin. Il ne connaît aucune coutume ou tradition du groupe ethnique gouin. Il n'est pas marié. Il ne s'est jamais intéressé à ce qui se passe au niveau de son père. Comment voulez-vous, s'il vous plaît, que tout un canton accepte un jeune qui n'est même pas socialement responsable? Au regard des critères établis par le conférencier du jour, les notables ont tranché en faveur de Sibiri Emadi Diana II. Cependant, Jean-Pierre Emma dit ne pas comprendre la décision du chef de canton de Bobo Mandare qui soutiendrait le chef Aboubakar Emadi Fadouga II. À la rencontre de Bobo, j'y étais personnellement. Nous y étions tous. À aucun moment, le chef Mandare n'a parlé en djoula ni en français. Alors que je le connais personnellement, il comprend français, il comprend djoula. Il a parlé en bobo. Nous lui avons dit, mais le jeune ne parle pas la langue gouin. Il ne connaît aucune coutume. Malgré ça, alors, il y a une décision qui est sortie en disant, non, c'est lui que nous choisissons. Aboubakar Emadi Fadouga II ne répondrait donc pas aux critères de l'ethnie gouin pour être intronisé chef de canton de Banfora selon une partie de la famille royale et certains notables présents à ce point de presse. Malgré tout, le chef Aboubakar Emma Fadouga II a été intronisé le 15 avril dernier par un collège de chefs coutumiers. L'actualité ce 20 juin, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Plus de 70 millions de personnes sont touchées par le phénomène. C'est en 2018 dans le monde. Ce sont les chiffres du HCR. Le Burkina Faso lui accueille plus de 26 000 réfugiés, en grande majorité des Maliens fuyant l'insécurité liée au terrorisme. Eh bien, la problématique des modalités de leur prise en charge était au centre d'une conférence de presse co-animée ce matin par le HCR Burkina et la CONAREF. John William Somda. Les réfugiés du monde entier à l'honneur ce 20 juin à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Célébrée chaque année depuis 2001, la journée mondiale du réfugié est devenue une halte nécessaire aussi bien pour les réfugiés, le HCR et la CONAREF, de faire le point sur la réinstallation des personnes obligées de fuir leur pays.
pour cette 19e édition. Et en plus de la cérémonie officielle de commémoration qui s'est tenue le 18 juin à Dori, le HCR et la CONAREF ont animé une conférence de presse. Une occasion pour les animateurs de la conférence de faire le point sur le nombre de réfugiés vivant au Burkina Faso. Selon le rapport statistique annuel qui s'appelle Global Trends en anglais, donc tendance mondiale, on comptait près de 71 millions de personnes déracinées dans le monde à la fin 2018. Au Burkina Faso, à la date de 30 avril 2019, près de 26 000 personnes, majoritairement maliennes, 25 171 exactement maliens, bénéficient de l'asile, de l'assistance et de la protection que l'État burkinabé et le HCR ne cessent de leur garantir. Ainsi donc, il y aurait plus de 26 000 personnes réfugiées au Burkina. Toutefois, toutes les personnes déplacées ne bénéficient pas du statut de réfugié. Le critère fondamental pour que le réfugié tombe dans la cible de la CONAREF, la Commission nationale des réfugiés, ou du HCR, c'est avoir effectivement des causes profondes de persécution. Et ça, c'est déjà la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, qui fait donc lier ces critères, notamment à la persécution liée à la nationalité, aux opinions politiques, à la race, la religion. Alors que l'heure devait être à une commémoration harmonieuse avec les réfugiés, le HCR et la CONAREF se retrouvent sur les feux des critiques de ces derniers qui n'hésitent pas à les accuser de détournement de fonds. Vous venez de l'entendre dans les statistiques données par la représentante du HCR au Burkina. Le Burkina Faso accueille environ 26 000 réfugiés maliens sur son sol. Eh bien, près de 15 000 d'entre eux sont regroupés dans des camps de réfugiés dans la région du Sahel, notamment à Dori. Abdou Razak Traoré s'est rendu dans le camp de Goudebou où vivent près de 8 000 personnes. Comment sont-elles prises en charge? Quelles sont leurs difficultés et quels sont leurs espoirs? Reportage. 2012, le nord du Mali est déchiré par une crise d'insécurité sans précédent. Parmi les destinations enviées par les populations victimes de cette guerre née d'une rébellion, couplée à du terrorisme, le voisin Burkina Faso. Elles affluent dans la région du Sahel. 2 camps voient le jour, celui de Mentao à Djibo et celui de Goudebou, situé à 15 km de la ville de Dori. Ici, des tentes, des bâches sur une superficie estimée à 120 hectares parsemée d'une vaste étendue désertique. À l'intérieur, ce sont plus de 8640 âmes qui sont unies par un destin commun sur une terre étrangère qui leur offre le gîte et le couvert. C'est le plus important camp de réfugiés dans la région du Sahel, une région qui abrite 15 000 réfugiés sur 25 000 que compte le Burkina Faso. Il y a la vie dans ce camp. Les efforts conjugués des partenaires techniques et financiers ont permis de garantir une dignité humaine dans cet espace de regroupement des personnes qui ont fui la persécution. Une école où fréquentent enfants de réfugiés et autochtones de la localité, un CSPS où se soignent allogènes et indigènes. Voici à quoi ressemble l'intérieur des maisons de fortune érigées depuis l'arrivée des réfugiés, juste le nécessaire pour vivre. Une paillasse, quelques réserves d'eau de consommation, quelques vêtements pour les ménages. La sérénité retrouvée, loin de la guerre de la patrie, le minimum étant réuni, les naissances se multiplient. Conséquence, les infrastructures sociales de base se retrouvent plus ou moins débordées dans un contexte de raréfaction des ressources pour leur fonctionnement. En fait, la crise malienne n'est plus une urgence à l'international, ce qui explique la baisse des financements des actions humanitaires. Par exemple, pour un besoin de financement au niveau national estimé en 2019 à 13,6 milliards de francs CFA, les fonds mobilisés n'ont pas dépassé 26% des montants escomptés. Le Haut Commissariat pour les réfugiés et les autres partenaires font donc les appuis en fonction des ressources disponibles. Pourtant, les réfugiés, eux, ont de plus en plus de doléances. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, vu la durée de notre asile, c'est vraiment une nécessité pour nous d'aller vers l'autonomisation pour que chacun puisse prendre les besoins fondamentaux de sa famille en charge. Ils ont fui les conflits armés pour retrouver refuge au pays des hommes intègres jadis calmes, qui ne savaient pas qu'il allait être un jour la cible des attaques terroristes. Même le camp de réfugiés de Goudébou n'est pas épargné par la furie des agresseurs. En avril dernier, le poste de gendarmerie a été attaqué, un gendarme tué et plusieurs dégâts ont été enregistrés. C'est donc naturel que la sécurité soit au cœur des défis actuels des réfugiés. Comme vous le savez, l'une des difficultés majeures qu'on peut parler actuellement au niveau du camp, c'est tout ce qui est lié aux questions de protection et conciliation avec la situation sécuritaire actuelle dans la région. Mais tous les efforts conjugués par le gouvernement continuent à assurer la protection internationale de ces réfugiés. Une protection internationale qui ne sera véritablement une réalité que si les partenaires au développement réitèrent leur soutien à la prise en charge des réfugiés maliens sur le sol burkinabé. Les espoirs que leur pays retrouve sa quiétude d'antan afin de faciliter leur retour s'amenuisent de jour en jour. Il est alors important de renforcer leur capacité d'autonomisation, comme le demandent les réfugiés eux-mêmes à l'occasion de leur journée mondiale célébrée ce 20 juin dans le monde. Voilà des réfugiés maliens qui ont été obligés de fuir leur village à cause de l'insécurité liée au terrorisme qui gangrène presque toute la région ouest-africaine. Et la lutte contre le phénomène n'est pas que militaire, il se mène sur tous les fronts. Eh bien, celui de la communication et de l'information est l'un des plus délicats. La nécessité d'agir a amené le groupement des éditeurs des presses publiques d'Afrique de l'Ouest à s'engager. Le GEPAO tient son deuxième forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone Yomoa. Un forum qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou en présence du chef de l'État. Rémi Lambert-Nébier pour le compte rendu. Toutes les approches sont envisageables pour enrayer le phénomène du terrorisme. Ces journalistes et communicateurs issus des 8 pays de l'UEMOA, eux, explorent la réponse que les médias peuvent apporter à la crise sécuritaire qui ne cesse de s'étendre dans l'espace UEMOA. L'initiative est du GEPAO, le groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest. À ce forum de Ouagadougou, les participants tenteront de concilier les exigences du métier de journalisme aux contraintes qu'impose la situation sécuritaire actuelle afin de redéfinir les canevas du traitement de l'information en temps de crise. Ce n'est plus une petite partie d'un pays qui est concerné, mais c'est tous nos pays. Il y en a qui n'ont pas été touchés, mais on touche du bois. Mais si on ne réagit pas, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui sera détruite. Donc nous, en tant que communicateurs, on ne peut pas rester indifférents. Parce que nous sommes des acteurs de la communication. Parfois, les terroristes se servent de nous pour atteindre nos objectifs. Donc quelque part, on est utilisé malgré nous. Donc il était important que nous nous retrouvions avec les responsables de la sécurité, avec les responsables politiques, pour que nous voyions ensemble qu'est-ce que nous, communicateurs, on peut faire pour aider dans cette lutte-là. On ne peut pas rester indifférent. Il ne s'agit pas simplement de rapporter ce que X a fait ou n'a pas fait. Il ne s'agit pas seulement d'être professionnel, mais il s'agit de contribuer, nous aussi, à cette lutte-là qui nous concerne tous. Si le président du G5 Sahel se réjouit déjà de la démarche du GEPAO d'étendre la réflexion au-delà de l'espace sahélien, il invite les médias classiques à faire davantage preuve de professionnalisme pour censurer la désinformation dont les réseaux sociaux deviennent de plus en plus le canal privilégié de diffusion. Le terrorisme moderne, par ses attaques violentes et spectaculaires, agit de manière à attirer autant que possible l'attention du monde. Dans un contexte de profonde crise du paysage médiatique traditionnel, les médias émergents élargissent le cercle de la parole et offrent des libertés à l'utilisateur qui en est en même temps un générateur de contenu. Cette décentralisation dans la production du contenu médiatique profite également au mouvement terroriste. Face à cette donne, il devient plus que jamais nécessaire que les médias traditionnels redoublent d'efforts pour relever les défis de la crédibilité, du professionnalisme et de la responsabilité. Le travail d'information de nos populations doit aller dans le sens de la positivité,
de l'action pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de notre vivre ensemble. Pour l'UEMOA, la synergie d'action dans la lutte contre le terrorisme doit s'étendre à d'autres organisations sous-régionales comme la CEDEAO et le Liptako Gourma, afin de trouver des réponses communautaires pour consolider la paix. Ce forum de 2 jours devra aboutir à l'appel dit de Ouagadougou, afin que le paysage médiatique de l'espace UEMOA soit une arme efficace dans la guerre contre le terrorisme. Comment lutter avec plus d'efficacité contre la pauvreté et la désertification et trouver des alternatives pour la gestion durable des terres? La question était débattue au sommet international de la société civile, terre, biodiversité et climat qu'abrite la capitale burkinabé depuis ce matin. Alexis Belem-Naba, Alfred Thioye pour le compte rendu. Entre 2002 et 2013 au Burkina Faso, 5,6 millions d'hectares de terre ont été dégradés, soit 19% du territoire national. Un chiffre qui correspond à une dégradation annuelle de 470 000 hectares. La situation n'est pas plus reluisante pour les pays menacés par le désert. Et pourtant, des solutions existent. Le Désertif Action, l'initiative pour la Grande Muraille verte au Sahara et au Sahel comme politique de gestion durable des terres et de la lutte contre la désertification. C'est dans ce cadre que le sommet international de la société civile, terre, biodiversité et climat entend faire dialoguer l'Union africaine, les représentants de la Grande Muraille verte des pays concernés et les organisations de la société civile active. Où nous allons discuter ensemble, plutôt échanger, partager nos expériences et venir avec des propositions sur la neutralité en matière de dégradation des terres. C'est un objectif de développement durable, c'est-à-dire comment réduire, inverser et réhabiliter la dégradation des terres, notamment sur les terres dégradées, parler de la gestion intégrée de l'eau, voir comment l'initiative de la Grande Muraille verte sur l'Afrique, cette grande initiative qui traverse tout le continent africain, devienne une réalité. Nous allons évidemment aussi discuter de la manière dont nous allons pouvoir prendre des décisions ensemble lors de la prochaine conférence des parties dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui se tiendra en Inde. Comment nous allons pouvoir transformer nos travaux en décisions effectives et porter cette voix particulière de l'Afrique et du Sahel à la communauté internationale pour la mise en œuvre d'actions concrètes. Pour la présidente du conseil d'administration du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, ce sommet Désertif Action est la bienvenue. Pour nous, Désertif Action est un espace important de partage, de réflexion, mais aussi de prise de position de toute la société civile mondiale. Et c'est un espace donc d'interpellation de nos autorités, de la communauté internationale pour qu'on prenne en compte la problématique de la désertification au cœur des engagements du pays, mais du monde entier, pour que des décisions et aussi des politiques qui se mettent en place, on puisse freiner cette désertification et aider les populations à vivre dignement sur leur terre. 240 organisations dont sont issus 370 participants en provenance d'une quarantaine de pays prennent part à cette 4e édition de ce sommet unique des acteurs de la société civile. Une édition qui durera 4 jours. Les discussions entre les acteurs institutionnels, politiques et société civile doivent décloisonner et systématiser pour concourir à la gestion durable des terres, à l'adaptation au changement climatique et à la lutte contre la désertification. Ils sont une trentaine de conseillers régionaux de la région du centre qui se sont réunis à Zignaré pour 48 heures de formation. Objectif, renforcer leurs capacités dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance locale. Sandrine Zougouri. Le concept de la décentralisation et de la gouvernance locale expliqué ici à une trentaine de conseillers régionaux du centre, principaux acteurs de sa mise en œuvre sur le terrain. Le conseil régional du centre a jugé qu'il était de bon ton de renforcer leur capacité de compréhension afin de mieux impulser le développement local. C'est un plan annuel de formation qui est inscrit au nombre des activités du Conseil régional du centre pour permettre aux élus locaux que nous sommes
de pouvoir jouer notre partition en termes de gestion de la chose publique, en termes de rendement. Et également, il faut dire que, étant donné que les choses évoluent de jour en jour, sinon de mois en mois, il est tout à fait normal qu'à un certain moment, on actualise, j'allais dire, les connaissances des acteurs là. Cette formation est principalement axée sur la gestion des programmes de coopération et de développement. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les principes de la décentralisation, l'organisation de notre territoire en collectivité et notamment le rôle des élus dans la décentralisation. C'est ça qui manque surtout. Les gens ne maîtrisent pas leur rôle et ça fait que nous assistons de plus en plus à des conflits dans les conseils. C'est parce que les gens ne maîtrisent pas leur rôle et ils ne savent pas ce qu'ils doivent savoir en matière de décentralisation, en sachant que chacun a sa part à mettre en œuvre. Et l'autre aspect, c'est le principe de la bonne gouvernance. Avec ces 2 jours de formation sur la gouvernance locale, le Conseil régional du Centre ambitionne implémenter une gouvernance efficace telle qu'inscrite dans son plan régional de développement. Culture cinéma pour terminer avec l'avant-première du film Maman, oublie-moi du jeune réalisateur Yves-Edgar Bonkungu. C'est un film qui raconte l'histoire d'une femme mariée et tiraillée entre une vie familiale modeste et son amour pour le luxe. Que va-t-elle choisir de faire? Alfred Iturier a assisté à la projection. Il faut que vous preniez votre engagement. Parce que vous êtes une femme, vous voulez être à l'aise. Un masterclass de quelques minutes sur le rôle d'acteur dispensé à une fine fleur du cinéma burkinabé. Oumou Sanfo est actrice dans le film Maman, oublie-moi. Elle compose avec Habib et leur fille une famille. Habib est taximan et ses revenus ne servent qu'à couvrir les dépenses au quotidien. Pourtant, Téné rêve d'une vie de luxe. Elle est encourageant cela par son ami Koulsoum qui la pousse dans les bras d'un riche homme d'affaires. Téné quitte alors son époux et sa fille pour mener avec son nouvel amant la vie dont elle a toujours rêvé. Problème, la richesse de son amant provient de pratiques peu orthodoxes. Téné tente vainement de le convaincre de lui faire un enfant. Puis, elle découvre l'homosexualité de son nouvel amant et décide de reconquérir sa famille, mais peine perdue. S'il te plaît, dis à ton père de me parler. Maman, oublie-moi est un long métrage de 90 minutes du jeune réalisateur burkinabé Yves-Edgar Bonkungu. Parce qu'on a remarqué que beaucoup de couples vivent ce genre de problèmes actuellement. Voilà, c'est vraiment des mots qui minent la société actuelle. Et souvent, on ne prend pas le temps de réfléchir assez, et surtout à la progéniture, avant de prendre des décisions. Donc, c'est beaucoup plus les mots qui minent la société qui nous ont inspirés. Un film de belle facture selon les cinéphiles. Bravo à l'équipe. Ils ont fait un film sur un thème qui est un thème accrocheur. C'est déjà ça. Parce qu'un film, c'est un bon sujet. Et puis une bonne technique, des jeux d'acteurs. Et c'est fantastique. C'est vrai qu'il y a toujours quelque chose à dire. Mais ce qu'ils ont fait, vraiment, c'est fabuleux. Du premier au dernier rôle, presque tous les acteurs sont à leurs premières expériences. Des expériences qu'ils comptent se consolider au fil du temps. Je me suis très bien senti dans le rôle. Parce que quand j'ai lu le scénario, je me suis un peu mis à la place du papa. Le papa qui est abandonné par sa femme et puis il était obligé de prendre soin de sa fille toute seule. Tout seul. Alors j'ai vraiment mis à la place du gars et j'avais pitié pour la personne. Et j'ai fait tout pour ressentir les émotions qu'un homme dans ces conditions-là peut ressentir. Et voilà comment j'ai essayé de jouer dans le film. Je me suis bien sentie. J'ai aimé incarner le personnage d'une autre personne. Je dirais que c'était amusant. C'était amusant et puis voilà, ça m'a donné quand même, je dirais, une volonté de faire carrière vers le cinéma.
Maman Oublie-moi est à l'affiche au Ciné Burkina jusqu'au 23 juillet, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Maman, oublie-moi, voilà un film plein d'enseignements sur la vie et ses vicissitudes que nous vous encourageons à le voir. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, rendez-vous à 19h30.